Ok, bonjour Sabrina, comment ça va? Bonjour Muriel, eh ben écoute bien, avec le soleil en plus, donc une belle Super, journée. super, bienvenue à toi sur cette chaîne nouvellement née. Je suis vraiment très très contente de t'interviewer. Est-ce que tu veux bien te présenter un petit peu rapidement et puis après on va rentrer dans les vifs des questions que tout le monde se pose. Alors du coup, Sabrina de Seigne, je suis coécrivaine depuis un an et demi à peu près maintenant, après avoir suivi ta formation. Et du coup, je suis là aujourd'hui pour parler un petit peu de ma passion de l'écriture et puis de comment ça se passe pour moi en ce moment, les projets. Alors justement, en parlant de ça, tu as commencé quand la formation coécriture 2.0? Alors du coup, j'ai démarré ça en septembre 2024 de Septembre mémoire. 2024. Ok, Ouais, ok. tout à Nous fait. sommes actuellement au début du mois de mai 2025. Donc, ça fait, ouais, un an et demi. C'est ça. C'est ça, à peu près, oui. Ok, super. Pourquoi tu as fait la formation à la base? Qu'est-ce qui t'a motivé à rentrer dans Coécriture 2.0? Alors déjà, je suis tombée dessus par hasard et au bon moment, je dirais, dans ma vie. J'étais à deux doigts de signer un bilan de compétences pour savoir ce que je voulais faire. Et juste au moment où je raccrochais avec le bilan de compétences, je suis tombée sur ta communication, sur la formation. Et là, j'ai eu le déclic. J'ai dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Et j'ai commencé par le concours hein, que tu avais proposé pour gagner la formation. Alors, je ne l'ai pas gagné, mais j'étais quand même très contente de moi, de ce que j'avais réussi à faire. Et ça m'a motivée du coup à faire la formation parce que j'étais surtout en quête de sens dans ma vie, de faire un métier qui me ressemble. Alors, j'ai toujours fait des métiers passion. Là, j'étais dans un métier qui me convenait pas forcément. Et du coup, ça m'a fait tilt. J'ai vraiment eu le déclic à ce moment-là. J'ai dit, allez, on tente, on verra bien. De toute façon, je prends pas de risque. Oui, exactement. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas ou connaissent pas encore la chaîne ou mes réseaux sociaux, c'est vrai que de temps en temps, j'organise des concours littéraires qui permettent d'évaluer un petit peu, d'évaluer sa plume, qui permettent un peu de s'essayer, surtout de nourrir sa soif d'écrire. Et c'est dans ce contexte que tu as commencé à rentrer ouais, dans l'univers de la coécriture. Bah, c'est super chouette, je suis vraiment très contente. Et du coup, comment ça s'est passé pendant la formation? Alors, très compliqué pour moi de me mettre dedans. J'avais un travail à côté, j'avais un 35 heures à côté, donc pas simple parce que je ne savais pas où j'allais, je ne savais pas comment m'organiser, donc il fallait tout gérer et c'était pas évident. Après, le rythme de la formation me convenait parfaitement, mais c'était l'après. L'après, qu'est-ce que je fais une fois que j'ai terminé? Et c'était ça qui était compliqué au départ pour moi, mais j'ai rapidement après trouvé mes marques. Comme toute formation, j'ai envie de dire, enfin, c'est toujours le premier pas, on dit que c'est le plus difficile, mais c'est vrai qu'il y a aussi l'après, le pendant, le pendant la formation, et ça, on le dit pas assez souvent. Merci beaucoup pour ton authenticité et puis pour voilà, tu dis les choses telles qu'elles sont et ça, c'est super chouette. Je pense que les gens apprécieront. Euh, ok. Et du coup, la formation terminée, comment ça s'est passé pour toi? Dans la formation terminée, alors j'avais déjà un parcours d'entrepreneur, donc je savais à peu près comment ça se passait pour ouvrir une entreprise. Donc c'est vrai que c'était déjà une force, parce que j'allais pas non plus dans le mur tout de suite. Et du coup, j'ai pris le temps, pour ma part, j'ai pris vraiment le temps de tout préparer parce que je voulais pas me retrouver submergée puisque j'allais enchaîner mon travail à temps plein et la coécriture. Donc, je voulais pas me retrouver submergée.
si toutefois j'avais des clients dès le départ. Et du coup, j'ai vraiment pris 3, 4 mois pour préparer tout ce que j'avais à préparer, le site internet, les démarches administratives, pour ne pas avoir ça à faire une fois que j'aurais des clients. Parce que là, effectivement, ça aurait été ingérable pour moi de jongler avec tout. Ok, donc tu as cumulé un emploi salarié Oui, et ta formation, puis l'entrepreneuriat. Donc tu as vraiment cumulé les deux. Tu as pris le temps de t'organiser c'est et, ça. euh, et ça a payé juste après. Oui, On va en parler. Ok, alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'explique un petit peu le contexte. On a un groupe privé WhatsApp dans lequel les coécrivaines ou les futures coécrivaines ont eu l'occasion de poser des questions pour Sabrina pour cette interview. Donc, je vais pouvoir regarder mon écran, mon second écran, et poser un petit peu les questions que les filles se sont voilà, elles se sont demandées à ton propos. Et donc, la première question, c'est celle de Lisa. Voici ma question. Selon toi, quel canal de communication te permet de toucher tes clients? Et tu alors as répondu ouais, je voudrais juste rebondir en fait, tout simplement, la c'est que parole. c'est des questions que je me suis posées aussi en fait. Ouais, c'est ça. On s'est toutes posé ces questions-là. Mais totalement. Alors après, maintenant avec le recul, j'ai adapté aussi ma façon de prospecter, hein. C'est bien ça, c'est le canal de communication. J'ai Ouais. adapté ma façon de prospecter à moi, à mes besoins, à ma façon de faire, parce que je suis pas une pro des réseaux sociaux. Comme beaucoup, je suis pas forcément très à l'aise. Alors j'ai testé, hein, comme tout le monde au départ. J'ai fait de nombreux posts. J'en faisais jusqu'à 4, 5 par semaine pendant un certain temps. Mais effectivement, ben, quand on n'est pas spécialement connu, reconnu au démarrage, en tout cas, c'est pas évident d'avoir des clients qui viennent à du coup, ce que j'ai fait, j'ai utilisé les réseaux sociaux dans un autre sens. Alors, on va me dire que c'est de la prospection un peu agressive, mais pas du tout. J'ai tout simplement frappé aux portes. J'ai envoyé des petits mots gentils aux gens sans leur dire, voilà, je fais ça, c'est tel prix, etc., etc. J'ai juste envoyé un petit mot en expliquant, bah, j'existe. Si jamais vous avez envie d'écrire un livre, bah, sachez que je suis là et je suis à votre disposition, que ce soit aujourd'hui, demain ou dans 6 mois. N'hésitez pas à me contacter. Voilà un petit peu comment ça se passe. Voilà, c'est pour moi non agressif. Tu vois, c'est dans la manière dont tu as communiqué. Finalement, on se dit c'est agressif parce que tu vas vers les gens, mais en fait, non. Enfin, c'est pas agressif, on s'y attend, surtout sur un réseau comme... T'étais sur quel réseau? Alors, moi, je suis sur LinkedIn et Facebook. D'accord. C'est déjà pas mal pour moi. Mais oui, mais c'est super. Euh, mais j'ai complété aussi parce que je suis la génération qui prospecte un petit peu à l'ancienne avec des clubs business aussi, c'est-à-dire que effectivement, j'essaye de sortir un maximum, rencontrer des gens, mais ça peut tout simplement aussi se rencontrer. J'ai rencontré des gens dans des concerts où on discutait, tiens, salut, qu'est-ce que tu fais? Et là, j'ai distribué ma carte, etc. Il y a d'autres moyens, effectivement, de prospecter. Alors moi, j'ai commencé par des clubs business tout petits, petits, rikiki. Et puis, bah, j'ai grandi au fur et à mesure. Et maintenant, je fais des très, très belles rencontres aussi par ce biais-là, quoi. D'accord. Et quand elle a posé cette question, Lisa, le canal de communication que tu utilises, tu as parlé de la parole. Qu'est-ce que tu voulais dire? Et ben, c'est à peu près ça l'idée, en fait. C'est plus on parle, plus ça va s'entendre. Alors, évidemment, on va pas parler chez soi tout seul. Mais tu vois, là, c'est un canal de prospection. Ce qu'on est en train de faire en ce moment, les interviews, les podcasts, tout ça, ce sont des canaux, en fait. Alors, évidemment, ça prend un peu plus de temps pour avoir des clients par ce biais-là. Mais ce qui compte, c'est la présence. Voilà, c'est vraiment la présence et qu'on soit explicite aussi dans le message qu'on veut faire passer. Ok. Justement, en parlant de présence, tu as eu une idée euh, suite un peu à la formation. Enfin, tu es passé dans la presse, je crois. Enfin, comment tu as, il y a eu un article qui a beaucoup bougé les choses. Je crois que c'est comme ça que tu as eu ta première cliente. C'est ça, tout à fait. Je dévoile En un fait, petit peu, mais c'est pour parce que je il faut connais ton savoir, histoire, mais bon. il faut savoir que tout entrepreneur
à part une catégorie de métier spécifique, mais là, vous n'êtes pas dans ce cas-là, tout entrepreneur a le droit, en fait, à un article dans le journal pour la création de son entreprise dans toutes les régions. C'est un article gratuit. Il faut le demander, par contre, dans les 2 mois après la création d'entreprise. Donc moi, je le savais parce que j'ai déjà eu plusieurs entreprises, donc c'est vrai que c'est quelque chose que je savais, donc j'en ai bénéficié cette fois-ci également. Et j'ai eu la chance, alors là, effectivement, c'est de la chance. J'ai eu ma première cliente qui m'a envoyé un SMS à peu près 1 heure après que l'article paraisse sur le net. 1 heure Euh, après. une Ouais. heure après, le lendemain, je la voyais chez elle parce qu'elle était dans ma région aussi. Donc ça s'est fait très rapidement et 2 jours après, on signait le contrat. C'était un article local C'était un article local, ouais, tout à fait, dans la presse locale. Ouais, ok. tout à fait. Donc, mais vous pouvez tous en bénéficier en fait. D'accord, ça marche. Il y a Agnès qui a demandé, as-tu déjà publié officiellement, elle a mis entre guillemets, un livre avant de te lancer dans l'aventure de la coécriture? Question qui revient très souvent. Je suis heureuse que ce soit toi qui réponde. À toi les micros. Alors, pas du tout. C'était même ma hantise, hein, comme tout le monde, de ne pas être légitime. Mais j'ai rapidement appris que la légitimité n'était pas à cet endroit-là, en fait. La légitimité est dans le fait que vous êtes passionné par ce que vous faites et que vous allez le faire bien, et que vous allez vous en donner les moyens. Et à partir de là, en fait, les clients vont vous faire confiance, tout simplement. Il n'y a pas besoin. Alors, j'ai toujours été franche avec les personnes qui me demandaient si j'avais écrit un livre déjà auparavant. Donc, je leur ai toujours expliqué que je démarrais, mais je pouvais leur envoyer des petits extraits de choses que j'avais déjà écrites pour moi qui n'étaient pas forcément publiées. Parce que je rappelle que tous les auteurs ne publient pas forcément leurs livres non plus. Et donc, voilà, j'ai toujours été transparente. Par contre, si on ne m'a pas posé la question, je ne vais pas mettre en avant que je n'ai rien écrit, puisque ça n'a pas d'intérêt en soi, en fait. Mais alors du Euh, coup, avec cette première cliente, première fois, premier rendez-vous, est-ce qu'elle t'a posé cette question? Est-ce que tu as déjà publié? Est-ce que... Absolument pas. Ouais. Elle ne m'a absolument pas posé la question. Pour vous dire, elle n'a même pas lu l'article du journal. Ah Euh, oui. c'est, c'est une amie qui lui a envoyé l'article, qui lui a dit, tiens, ça c'est pour toi. Et elle m'a appelé dans la foulée. En fait, elle n'a même pas lu l'article. Donc, elle a juste vu que j'étais une professionnelle de l'écriture. C'était ce dont elle avait besoin sur l'instant. Le feeling est passé, ça a matché. Je pense qu'on s'est bien comprises toutes les deux. Et puis c'est ça qui a fait qu'elle a signé, en fait. Mais qu'on soit clair avec les gens qui nous connaissent ni d'Adam ni d'Ève, tu aimais écrire déjà, tu écrivais déjà quand même. Euh, Alors oui, oui, ouais, oui. ok. J'ai une formation de scénariste à la base. Donc là, c'est de la fiction. Donc effectivement, la coécriture, c'est de la non-fiction. Donc c'est pas du tout la même chose. Et surtout, la vraie différence, c'est qu'on écrit pour les autres. Donc voilà, écrire pour soi dans son bureau tranquille n'a rien à voir parce qu'il y a toute cette dimension d'écoute en fait de la personne. Et je pense que c'est vraiment cette écoute-là qui a fait écho vis-à-vis de ma cliente, en fait. C'est ça qu'elle recherchait avant tout, je pense, quelqu'un qui l'écoute et qui retranscrive après tout ce qu'elle avait à dire. Et il y a une question de Anne-Laure qui se rejoint un petit peu. Comment as-tu réussi à te positionner devant un premier client? Souvent, on demande des références. Eh ben non, pas tant que ça. Comment as-tu fait n'ayant peut-être pas? Alors effectivement, bon, c'est vrai que j'ai un passé de chef d'entreprise, donc je connais un peu la mécanique aussi de la présentation, de ce qu'on fait. L'idée, c'est de mettre en avant ses points forts et de pas mettre en avant ses points faibles. Sachant que je n'avais rien publié, effectivement, comme je le disais, si on me pose pas la question, ben j'avance sur mon argumentaire. Parce que si la personne ne pose pas la question, ça veut dire qu'elle s'intéresse à autre chose qu'à ça, qu'elle va trouver en moi ou chez quelqu'un d'autre, hein, évidemment. Euh, et à partir de là, comme je dis, pour ceux qui m'ont posé la question, tout simplement, j'ai été très honnête. Je leur ai dit, je viens de démarrer. Bien évidemment, le temps de se faire des premiers clients, bah, je ne peux pas vous présenter des écrits. En plus, c'est confidentiel, donc je suis dans l'obligation d'attendre qu'ils soient publiés. Voilà. À partir de ce moment-là, quand on se positionne en tant que professionnel, en expliquant le processus, qu'il y a tant de temps pour écrire, alors, tant de temps pour trouver le premier client, tant de temps pour écrire, et tant de temps pour que ce soit publié, bah, le client comprend parfaitement que vous n'avez rien à présenter là aujourd'hui.
Et ils ne s'attendent pas tous à ce que vous ayez déjà écrit quelque chose, surtout, en fait. J'en ai à peine un tiers qui m'a posé la question, en fait, tout simplement. C'est ça. Et j'ajouterais que le savoir-être, c'est super important. Tu l'as dit au départ, tu avais déjà été chef d'entreprise, donc tu savais présenter les choses. Et ça se voit, on le voit dans ta façon de parler, on le voit dans ta façon d'expliquer les choses. C'est clair, c'est limpide, et c'est un petit peu ça qu'on recherche. C'est ça qui met en confiance, en fait. Donc, je pense aussi que ça a participé. Le client, en fait, dans ce domaine-là, a besoin d'être mis en confiance. Donc, si vous lui dites la vérité, en fait, Voilà. la confiance, L'authenticité. voilà, tout à Ouais, fait. ouais, super. Ok, Aurore a posé une question. As-tu des thématiques de prédilection qui t'ont guidé vers certains profils de prospects ou pas? Tu as un peu répondu à ça. Alors, au départ, j'ai été un petit peu vers tout le monde. Ouais, bah, J'ai été un petit peu parce que je ne savais déjà pas moi, en fait, ce sur quoi je voulais écrire. Alors évidemment, j'enlevais tout ce qui était très technique. Je sais qu'on a une collègue qui a travaillé sur la cybersécurité. Ça, c'est le genre de thèmes qui sont très techniques pour moi, donc ça ne m'intéresse pas particulièrement. Mais par contre, avec le recul, maintenant, effectivement, je m'intéresse davantage au parcours de vie qu'aux livres très business expertise. C'est vraiment les parcours de vie qui m'attirent le plus. Bien évidemment, je ne refuserai pas un livre d'expertise si le sujet me parle, mais je trouve que c'est hyper important que le sujet en fait évoque quelque chose aussi en soi, sinon c'est très compliqué d'écrire dessus. c'est ça, c'est un travail de plusieurs mois. Vaut mieux quand même qu'on soit heureux de le faire et ça change la donne, quoi, c'est clair. As-tu déjà refusé un contrat avec un prospect? Si oui, dans quel cadre? Alors, je ne l'ai pas refusé parce que par principe, Euh, on évite de refuser, soit en fait j'oriente vers quelqu'un d'autre, soit j'explique gentiment pourquoi ça risque d'être compliqué. Et effectivement, ça m'est arrivé. J'ai une personne qui souhaitait écrire à quatre mains, donc ce qui est complètement différent de la coécriture. Et Merci. surtout, elle voulait écrire une sorte de roman autobiographique. Sauf que moi, je ne sais pas écrire de roman, donc j'ai préféré lui expliquer les choses clairement. Euh, voilà, j'ai pas voulu lui vendre du rêve parce que moi, je m'en sentais pas capable. Donc c'est du coup le coup aller dans le mur. Donc je lui ai expliqué clairement ce que moi je proposais et je lui ai donné mes arguments pour qu'elle aille vers ce que moi je lui proposais et tout en lui disant que si elle voulait rester sur son idée principale, dans ces cas-là, je préférais l'orienter vers quelqu'un d'autre. Ok, donc c'est un demi-refus en fait. Oui, parce que c'est Ouais. toujours... On va dire que cette personne-là pourrait parler de moi à d'autres personnes, même si je ne l'ai pas satisfaite. Donc à partir de ce moment-là, je peux pas lui faire un refus catégorique en fait. Sauf si évidemment le contact ne passe pas. Et là, je suis très claire. Je dis, écoutez, le contact ne va pas le faire. Tu as raison, c'est l'authenticité, la vérité, et puis bah faut être soi-même. Enfin, c'est ce qu'on demande aux gens, c'est d'être eux-mêmes, de nous raconter leurs histoires. Si on ne l'est pas soi-même franc et honnête, ça va être compliqué d'avoir le même reflet, le même retour en face de soi. Donc vraiment bravo pour voilà, c'était pour toi instinctif, mais c'est important de le dire, tu vois, c'est super important. Aurore pose une autre question qui est importante parce que c'est vrai que obtenir un prospect, c'est une partie du métier, mais est-ce que tu as mis en place d'autres actions de type organisationnel ou des routines ou autre chose pour t'aider au quotidien dans le métier de coécrivaine? Alors oui, j'ai déjà préparé en fait des supports de communication, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai un prospect au téléphone, derrière, il reçoit un mail avec des supports où il aura l'essentiel de ce qu'on s'est dit par téléphone ou en visio. Donc ça, pour moi, c'était des choses importantes à préparer parce que quand vous ne laissez rien, juste un mail, il se perd en fait dans les abîmes des mails. Donc c'était important pour moi de laisser une trace, que la personne se souvienne, ah tiens, je me souviens, le visuel correspond à telle personne. Donc j'ai mis en place tout un tas de documents comme ça. Alors des documents très succincts, c'est pas l'idée de faire des romans, mais c'est pour que la personne se souvienne de vous quand elle va rechercher. Si elle a plus votre nom en tête, elle aura peut-être le visuel en tête, etc.
Donc j'ai mis ce genre de choses en place. Et après, au quotidien, évidemment, je continue à me former. Je me suis formée par rapport aux maisons d'édition, par rapport à l'auto-édition. Je me suis formée par rapport à la mise en page, malgré tout, même si ce n'est pas mon travail, mais il y a des petites choses quand même à savoir qui sont importantes, surtout quand les clients vous posent la question. Je me suis formée aux réseaux sociaux, évidemment, même si, comme je vous l'ai dit, c'est pas le cœur voilà, de ma prospection. Mais effectivement, et après, il y a toute la partie administrative qui est importante, où il faut être assidu au niveau de la facturation, etc., pour pas se perdre. Voilà. Mais l'essentiel après, effectivement, c'est la formation. Je me forme en continu, en fait, aussi là-dessus. Voilà. Est-ce que tu as fait des choses? Sa question, c'était surtout, est-ce que tu as mis en place une routine d'écriture? Est-ce que tu as organisé des choses dans ta vie? Alors, Tu pardon, ouais, veux? j'ai mal compris la question. Alors oui, effectivement, au départ, comme j'étais salariée à côté, faut être clair, j'ai pris les C'est heures qui ça. me restaient dans ma journée. Une fois couchée, ma fille, je travaillais très tard le soir pour faire les visios parce que j'ai certains clients qui ne pouvaient pas faire les visios en journée non plus, donc on les faisait le soir ou parfois le week-end parce que voilà, je n'avais pas trop le choix. Donc j'expliquais clairement aux clients que bah, j'avais pas, mon emploi du temps n'était pas extensible. Mais évidemment, c'est pas une solution parce qu'écrire le soir, une fois qu'on est fatigué, c'est assez compliqué, ça c'est certain. Il faut vraiment réussir à se concentrer. Mais aujourd'hui, je ne suis plus salariée. Donc, je travaille à temps plein sur la coécriture. Et là, effectivement, en fait, j'ai scindé ma semaine en plusieurs parties. Le lundi, le mardi, je ne fais que de l'écriture. Alors là, pas aujourd'hui, mais je fais On est lundi. essentiellement de l'écriture. Ouais. Euh, le mercredi, comme j'ai souvent que le matin, je me le consacre à l'administratif. Comme ça, je me force tous les mercredis à faire l'administratif, la prospection, enfin tout, voilà, tout ce qui est lié, qui n'est pas lié à l'écriture. Et le jeudi et le vendredi, je le consacre au rendez-vous, soit les visios d'entretien de rédaction, soit les rendez-vous téléphoniques pour les prospects. Voilà, comme ça, j'ai vraiment scindé et je me laisse, si vraiment il y a une urgence, si vraiment il y a un client qui c'est compliqué, je me laisse le samedi matin aussi, mais après, c'est au week-end et on profite de son week-end. Exactement, le droit à la déconnexion aussi, c'est important parce qu'on ne fait pas qu'écrire tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu as fini une mission, tu as fini un livre. Du coup, est-ce que tu veux bien nous montrer ce premier livre que tu as produit pour ta cliente? Ouais, trop bien. Alors voilà, c'est le livre élu meilleur cancer de l'année. Alors effectivement, c'est un ouvrage dont le sujet est assez lourd, mais il est surtout traité avec humour parce que c'est vraiment ce que la cliente voulait. Il représente surtout sa personnalité et c'est ça qui est le plus compliqué dans la coécriture, je pense. Enfin, en tout cas pour moi, c'est que le livre lui ressemble en fait. C'est vraiment ça, arriver à percevoir les choses. Et là, alors une dame. C'est pas une entrepreneur, c'est un particulier, mais qui ne souhaitait pas faire une biographie. Elle avait un message derrière parce qu'elle milite pour le dépistage du cancer colorectal chez les femmes de moins de 50 ans, parce qu'aujourd'hui le dépistage est à partir de 50 ans. Et malheureusement, ça n'a pas été son cas. Donc c'est vrai que elle, ce qu'elle souhaitait par-dessus tout, c'était mettre en lumière son message. C'est pour ça qu'on est allé jusqu'à la publication. Elle voulait pas se contenter d'une biographie pour la famille, en fait. Elle a vraiment quelque chose à dire derrière. Ok, c'était un sacré challenge, j'ai envie de dire, parce elle avait envie et elle te l'a présenté dès le départ, je crois, qu'elle avait un sujet lourd, mais qu'elle voulait traiter de façon légère. Comment tu as fait, pour ça? Alors c'était assez simple parce qu'elle a une personnalité qui est comme ça déjà. Où effectivement elle vit des choses épouvantables, mais elle voulait en parler sans tabou, avec énormément d'humour. Elle prend les choses bah, au jour le jour, hein, j'ai envie de dire, mais du coup elle prend chaque petit bonheur. Le livre en faisait partie d'ailleurs, c'était son petit bonheur, et je vais faire un petit spoiler. On va bientôt écrire le tome 2. Oh, génial!
Génial. Voilà, alors celui-là vient de sortir, il est sorti là il y a 2 jours. D'accord. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Je mettrai le lien pour ceux qui s'intéressent à ce livre qui est élu meilleur cancer de l'année, c'est De ça, hein? l'année, tout à fait, tout à Le fait, titre tout est à fait. génial. Le titre est super bien trouvé, étant donné qu'elle voulait aborder ce sujet. Bah, il y a le mot cancer, mais il y a élu meilleur cancer de l'année. C'est quand même assez marrant déjà d'entrée de jeu. On, C'est on ça, comprend le ton. tout Donc à ça, fait. c'est super chouette. Ok, donc il est sorti combien de temps après que tu l'aies rencontré? Alors, ça a été un petit peu particulier parce qu'au départ, elle voulait aller en maison d'édition. Donc, effectivement, on a fait les dossiers pour les maisons d'édition. Alors, le livre a été ficelé dans les 6 mois promis à la cliente. C'est-à-dire, dans les 6 mois, elle avait son manuscrit final, corrigé, etc. On a monté le dossier de soumission pour les maisons, sauf qu'effectivement, cette cliente-là ne sait malheureusement pas combien de temps elle a à vivre. Donc, elle était assez impatiente d'avoir son livre. Donc, on a bifurqué Vers sur l'auto-édition. l'auto-édition. D'accord. Voilà. Et puis, c'est surtout qu'en fait, on a pris une vague importante. C'est qu'elle a fait de la communication avant que le livre soit sorti. Elle a eu la chance d'être interviewée par de nombreux journaux. Elle a fait 800 000 vues sur TikTok sur un article. Alors que c'est une petite dame, voilà, lambda, qui n'est pas connue. Et du coup, elle est très demandée là pour des conférences, pour pas mal de choses. Donc, elle s'est dit, je ne peux pas attendre la maison d'édition. On me demande maintenant, c'est maintenant qu'il faut que j'y aille, en fait. Ouais, Et ouais, du très coup, elle peu avait tant que c'est besoin chaud. d'avoir son livre entre les mains parce que la demande est aujourd'hui. Tant Voilà, que c'est peut-être chaud, quoi, en fait. tant que c'est chaud, tout à fait. Ouais, c'est ça. Eh ben, bravo à elle. Je ne la connais pas, mais j'ai envie d'envoyer un message de sympathie. C'est un peu une deuxième vie après un livre, quoi. C'est vraiment quelque chose qui rebondir, quoi. Vraiment, Tout à fait. ouais, c'est vraiment super chouette. On peut le trouver où, ce livre? Alors, on peut le trouver, comme il est en auto-édition, il est sur Amazon Ok. actuellement. Et pour les Bretons, il sera dans certaines librairies en dédicace, où j'ai du stock aussi à envoyer si, si certaines personnes souhaitent passer commande. D'accord, d'accord. Je mettrai également tes coordonnées en dessous de cette vidéo. Eh ben, super chouette. Je vais reprendre un peu le fil des questions qui ont été posées pour toi. As-tu déjà négocié tes tarifs? Alors, la Sans, logique sans voudrait... trop en dire, parce que bon, cette Oui, vidéo, oui, elle est tout à fait. publique, mais est-ce que la négociation fait beaucoup partie des discussions que tu as avec les gens? Alors, je n'ai jamais personne qui a négocié. Parce que les personnes qui auraient pu me dire effectivement c'est un budget trop important, quoi qu'il arrive, c'est des personnes, quel que soit le budget, ça aurait été trop important. En fait, il faut savoir que les personnes qui souhaitent écrire un livre mettront les moyens pour avoir le budget. Toutes celles qui vont nous dire j'ai pas le budget, etc., c'est que le projet n'est pas mûr dans leur tête. Donc, quelle que soit la négociation, en fait, souvent, bah, ils n'ont pas l'argent à mettre pour écrire un livre, tout simplement. Ouais, Euh, Parce que voilà, ceux qui ont vraiment envie de l'écrire se donneront les moyens de le faire. Par contre, euh, c'est pour ma part, au départ, je n'étais pas forcément au meilleur prix, on va dire, par rapport au travail à effectuer dessus. Alors, comme beaucoup, on démarre souvent avec un prix plus bas que celui qu'on devrait faire parce qu'on se dit on n'a pas la légitimité, etc. Donc, ce que j'ai fait. Euh, mais j'ai rapidement remonté une fois que j'ai vu que j'étais capable d'arriver au bout du projet, que ça s'était bien passé, etc. Effectivement, j'ai vu que ce travail-là était un travail de longue haleine et qu'il méritait un salaire comme tout travail. Et qu'à partir de là, voilà, j'ai refait mon tarif en fonction de mes besoins et de ce que j'apportais aussi aux clients. ok, ok. Si les gens qui regardent cette vidéo veulent en savoir plus sur tes tarifs, sur nos tarifs, de coécrivain, coécrivaine, c'est quelque chose que je transmets hein, dans la formation, les tarifs qui se pratiquent. Après, on est libre de moduler selon ce que l'on ressent, bien sûr. Mais bien sûr, je mettrai tes coordonnées. N'hésitez pas à contacter Sabrina si vous voulez en savoir plus. J'ai une autre question de Lisa qui demande, est-ce que ton activité se résume uniquement à la coécriture ou est-ce que tu as d'autres offres à côté?
Alors, je me suis concentrée effectivement sur la coécriture dans un premier temps. Et l'idée, c'est de vivre uniquement de la coécriture. Mais comme j'ai l'âme d'une entrepreneur et que j'ai du mal à rester en place, effectivement, je commence à avoir d'autres prestations qui vont pas tarder à voir le jour également. Mais l'idée, c'est vraiment le cœur du métier. Pour moi, en tout cas, c'est la coécriture. Je ne fais que ça. Ok, il faut bien préciser que c'est un travail de longue haleine, un travail de plusieurs mois. Avec un client, on a quand même déjà un bon revenu pendant plusieurs mois. Donc c'est ça qui est super intéressant. Carole pose aussi des questions concernant la prospection toujours. Ça, c'est une question qui revient souvent. Combien de temps après le début de la prospection as-tu eu les premières touches? Et surtout, combien de prospects avant de conclure? Alors, Sous un si je ne compte malentendu. pas, voilà, si je ne compte pas la première, effectivement, qui est venue un mois Ouais, ça a par le été rapide. journal, Ouais. et ben à partir du moment où j'ai fait ma première vague de prospection, j'appelle une vague, hein, parce que j'ai vraiment envoyé plusieurs messages, j'ai eu des réponses dans les 2 jours. J'ai eu2 jours. j'ai eu des retours dans les 2 jours et les premières signatures ont été faites dans la semaine qui a suivi. Donc ça a été très rapide. Et tu as eu combien de contacts? Alors, je dirais, je crois que j'avais fait une quinzaine de devis. Ah oui, Euh, alors, évidemment, comme dans tout métier, les devis, ça reste des devis. On va dire sur cette quinzaine-là, j'ai dû signer les 3 premiers déjà. c'est ça. 3 premiers Voilà, contrats. Ok. tout à fait. Ce qui est un taux de retour quand même très important, parce Ouais, que ouais, 15 devis, c'est énorme. ouais, ouais, c'est clair. C'est clair. Et tu as eu 15 rendez-vous du coup, ou c'est des gens avec qui tu as facilement fait des devis après un mail ou J'ai eu 15 rendez-vous. D'accord, c'est Ah, clair. ah, bah, tant que j'avais rien à écrire, hein, j'avais du temps. Il y Ok. avait une deuxième partie à la question, je crois, c'était où j'ai répondu, je sais plus. Ouais, combien de prospects avant de conclure ton Ah oui, premier contrat? Ok. ouais, je dirais ça à peu près, oui. Eh bien, super. Stéphanie qui demande, faut-il prendre un statut d'indépendant pour exercer? Alors elle est de Belgique. Là, on sort un petit peu de ton parcours personnel. Je prends une question qui vient comme ça, mais déjà, est-ce que tu peux répondre à ça? Je sais que tu es un peu spécialiste de tout ce qui est juridique, etc. Est-ce que tu peux l'aider sur ça pour tous ceux qui sont Alors, en Belgique? elle peut, je crois de mémoire qu'en Belgique, il n'y a pas le statut de micro-entreprise comme chez nous. Donc Comme en c'est France? le statut indépendant classique. Les règles sont pas tout à fait les mêmes, mais ça signifie surtout en fait la vraie problématique à prendre en compte en général, c'est l'avance de charge. Parce que je crois que c'est la même manière chez eux, c'est-à-dire qu'elle a des cotisations minimales à faire en fait quand elle démarre. Ouais, Sinon après il y a le statut associatif aussi pour démarrer pour voir si ça fonctionne. Ça peut être possible aussi, mais je crois pas qu'ils aient le statut auto-entrepreneur en Belgique. ok. À vérifier, mais À effectivement, il me vérifier, semble ouais. pas. Ok. Stéphanie demande, prends-tu la précaution de noter un nombre d'allers-retours de correction? C'est très spécifique comme question. Alors, je vois tout à fait ce qu'elle veut dire, en fait. Alors, effectivement, je pense que les allers-retours des clients viennent du fait qu'on ne se comprend pas. Si on n'est pas sur la même longueur d'onde, forcément, on n'écrit pas. Ça m'est arrivé. Alors, la plupart du temps, j'arrive à percevoir les clients et le ton et le style qu'ils veulent donner à leur livre. Mais ça m'est arrivé effectivement avec une cliente où j'étais complètement à côté. J'ai pas réussi à percevoir comment elle voulait écrire les choses. En général, je leur propose l'introduction pour qu'on se cale, pour qu'on soit raccord là-dessus sur le style et avant que j'écrive tous les chapitres. Voilà, on essaye de se caler et là effectivement, j'étais pas raccord. Donc quand on n'est pas raccord, c'est compliqué parce qu'effectivement, c'est à ce moment-là qu'il peut y avoir des allers-retours. Mais en fait, je pense que c'est en amont, et quand on a bien structuré les choses, quand on a bien ficelé tout ça, et euh, si on a bien posé le cadre avec la cliente, il y a peu de raisons pour qu'il y ait trop d'aller-retour.
Je leur explique en général qu'il faut pas qu'ils s'attardent sur les fautes, les phrases, etc. L'important quand on pose le premier geste, c'est d'être cohérent et d'avoir bien posé leur histoire. Après, on reformule. Et quand on reformule, bah là, effectivement, ils se disent, oui, bon, là, c'est OK. Souvent, le client, quand il voit le premier jet, il dit, ah oui, mais il y a des fautes, il y a des choses comme ça. Il y en a toujours, bien évidemment, il en reste en fait. Mais parce qu'on ne va pas s'attarder dessus, parce qu'on va reformuler 10, 15 fois derrière. Mais le client, ça, il ne le perçoit pas, parce qu'on lui donne en général bah, quelque chose de propre à l'arrivée. Et c'est vrai qu'il y a, du coup, ça évite les retours aussi. Quand il y a des retours, c'est que généralement, on n'a pas très bien perçu le client. Enfin, en tout cas, c'est ce que moi, j'ai vécu. D'où l'importance de vraiment bien être à l'écoute, s'entendre avec son client. Et ouais, c'est important. C'est vraiment le travail de préparation. Les premiers contacts, c'est vraiment super important. Je le dis souvent et tu vois, ça illustre bien. C'est vraiment super important de pas forcément trop se lancer vite, vite, vite. J'ai un premier client. On m'a dit oui, ouais, chouette. Et en fait, tu le sens pas. Il y a un truc chez toi qui fait que tu te dis, et vraiment, ouais, c'est super important. C'est ça qui va faire qu'il y aura pas trop d'aller-retour, justement, qu'on va pas rentrer dans une écriture à quatre mains, justement, pour le coup. Alors, si je peux me permettre, Ouais, j'ai quand même des clientes. Alors, elles sont très contentes de ce que j'ai fait, mais elles peuvent pas s'empêcher de réécrire certaines phrases. Donc ouais, là, effectivement, je les laisse faire parce que ça reste leur livre. Donc, elles ont aussi le c'est ça, pouvoir de décider de ce qu'elles veulent avoir. La seule chose où je les mets en garde, c'est qu'il ne faut pas qu'on constate qu'il y ait deux écritures différentes. Il faut c'est ça. vraiment conserver le même style. Et souvent, les clientes écrivent comme elles parlent. Donc, ça peut poser un problème aussi. Donc, je leur explique bien que dans l'intérêt du livre, bah, il faut absolument que tout soit cohérent, en fait, tout simplement. Donc, elles Tu as peuvent rajouter raison. leurs pattes, mais il faut que Ouais. ça reste cohérent. C'est Sinon, un c'est juste pas la peine milieu à de... avoir, c'est un juste milieu à avoir entre le fait de faire participer son client qui a besoin de s'imprégner, qui a besoin de s'approprier son livre, et puis ne pas faire qu'il y ait quatre mains, justement, comme dans la fiction où des fois tu as un personnage, puis l'autre personnage, et c'est pas la même personne qui écrit. Enfin bon, ça c'est un exemple, mais ouais, c'est un juste milieu à avoir. Et une bonne communication, tu as l'air d'être une bonne communicante, donc ouais, c'est vrai que c'est super important. Et bien s'entendre avec son client, pas rentrer tout de suite dans un oui pour avoir un premier client, faut vraiment le sentir. Le sujet et le client. Si je peux rajouter quelque chose, Bien il faut sûr. savoir que j'ai des clients qui savent très, très bien écrire. Et ouais, Euh, et en fait, ils font appel à moi parce qu'ils n'ont pas le temps. c'est ça. Donc, ils me font confiance. Donc, la règle de départ, c'est si vous me faites confiance, laissez-moi écrire aussi. Si c'est pour tout reprendre derrière, bah, il valait mieux pas faire appel à une coécrivaine. Donc ça, je le dis dès le départ pour que les choses soient bien claires, parce que c'est important aussi. Si la personne reprend tout derrière parce que bah, elle veut que ça soit son écriture, ça ne vaut pas le coup, autant qu'elle le fasse elle-même. Et c'est vrai que j'ai pas mal de clientes qui savent très bien écrire, mais c'est juste que voilà, elles n'ont pas le temps, donc elles font appel à moi aussi là-dessus. Et en général, plus pour structurer, parce qu'ils ont des idées qui partent un petit peu dans tous les sens. Et du coup, ils ont besoin d'un regard extérieur pour structurer les choses. Voilà, c'était juste un petit aparté. Super, super important de le dire. Merci beaucoup à toi. Et bah, pour revenir sur la formation coécriture 2.0, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à se lancer dans la coécriture, dans la formation, peu importe, quelqu'un qui hésite à se lancer, qu'est-ce que tu lui dirais? Quels conseils tu lui donnerais? Alors, de ne pas attendre la légitimité. Ouais, la fameuse. En fait, il faut y aller, il faut tester. Bah, les échecs, ça fait partie du boulot, hein, comme partout. Moi aussi, j'ai eu des refus, hein, j'en ai eu plusieurs. Mais c'est enrichissant, en fait. On fait des belles rencontres malgré tout. Et un refus, comme je disais tout à l'heure, ne veut pas dire que cette personne ne parlera pas de vous derrière, parce que vous avez eu pris le temps quand même de l'écouter. Voilà, peut-être que c'était pas le moment pour la personne, elle n'avait pas forcément le budget non plus. Mais voilà, elle peut en parler à d'autres, et c'est comme ça que ça démarre. Et c'est comme ça qu'après, vous vous retrouvez à écrire des super livres. Donc, il faut pas hésiter. Même si ça n'est qu'une passion, vous n'êtes pas obligé d'en faire votre métier à temps plein. Ça peut être un complément de revenus. Ça peut être, voilà,
tant que ça vous fait vibrer. Et en quoi la formation coécriture 2.0 t'a aidé pour ce que tu sais faire aujourd'hui, finalement? Eh ben pour toute la partie, ce que je disais, en soi, je pense qu'on sait tous écrire, mais on ne sait pas forcément comment. Voilà, être littéraire, savoir poser des phrases, écrire sur les réseaux, c'est une chose. On sait tous le faire, je pense. Mais la formation aide vraiment à structurer les choses, à proposer l'accompagnement aux clients parce qu'on ne sait pas forcément par où démarrer, surtout. Et voilà, ça aide vraiment à se mettre en condition professionnelle, en fait. C'est plus j'écris dans mon coin, là, je parle à quelqu'un d'autre, je dois lui sortir son livre. Voilà, on doit avoir une posture à ce niveau-là professionnelle. Et c'est vrai que la formation aide à trouver ce positionnement qui n'est pas simple au départ. Et la posture, super important, la posture de coécrivaine. On en parle beaucoup, c'est vrai, dans la formation parce que c'est ce qui change, cette transition entre j'écris dans mon coin, j'aime beaucoup écrire, mais c'est dans mon coin, et j'écris pour quelqu'un. Est-ce que tu peux nous remontrer ton livre? Je sais quel effet ça fait, quel effet ça fait de, ouais, colle-le bien là, ouais. Quel effet ça fait alors de l'avoir entre les mains? Ah bah c'est chouette, hein. C'est beaucoup d'émotions. C'est vrai qu'on on voit pas au démarrage du projet à quoi il peut ressembler. Et c'est vrai que quand on l'a entre les mains, parce que nous, on l'a fait en auto-édition, donc on a aussi tout le parcours avec les graphistes, etc. Donc c'est vrai que c'est chouette, toutes ces décisions à prendre, savoir bah, quelle tête il aura au final, en fait. Et puis là, on est très, très content aussi. Je fais un petit peu de pub, mais c'est vrai que la qualité est au rendez-vous aussi au niveau de KDP. J'avais un petit peu d'appréhension à ce niveau-là, mais on a vraiment Amazon KDP, oui, pour ceux qui ouais, connaissent Amazon pas, c'est KDP, la tout à fait. plateforme qui permet de publier, d'auto-publier son livre Amazon KDP, tout à fait. J'ai été assez étonnée de la qualité qui Au était quand même au rendez-vous. rendez-vous. Ouais, Ouais, tout à fait. super. Et du coup, quand on dit c'est une naissance d'avoir un livre, comment tu pourrais comparer, tu sais, cette métaphore, je l'ai entre les mains comme un bébé, je découvre son visage. Eh ben, on a des sueurs froides parce que on a peur qu'il y ait un problème de dernière minute. Alors effectivement, le chemin n'est pas tout rose. Il y a pas mal de choses techniques à mettre en place, etc. Mais en général, c'est le client qui s'en occupe, hein, bien évidemment. On est là en renfort pour l'aider, mais c'est vrai que du coup, on a le stress aussi avec le client parce que nous, on sait ce qu'on a écrit, mais il va se vendre aussi principalement pour sa couverture, pour le titre, pour plein de choses. Donc c'est vrai qu'il y a tout un stress derrière et quand il sort, bah, c'est vraiment génial en fait. Il y a une grosse émotion, surtout quand on a de la chance d'avoir une excellente relation. Là, c'est le cas pour cette cliente-là. On est devenus amis, ce qui est assez rare, mais Non, effectivement, ça arrive souvent. Ça arrive pour souvent. le Quand coup, ça là, se ça passe arrive bien, souvent. on devient ami avec son client. C'est un petit peu, tu sais, c'est tellement un accompagnement humain, un grand moment pour le client. On emploie des mots très pro, mais c'est vrai que ça devient des amis très, très vite, quand ça se passe bien, en tout cas. On a parlé de choses intimes aussi sur Ouais, certains c'est ça. sujets. Donc, C'est ça, c'est ça. Eh ben super, merci beaucoup pour ce témoignage. Je suis vraiment ravie d'avoir pu discuter avec toi aujourd'hui de de tout même. ça. Si je peux me permettre, pour toi, c'est le premier qui sort. Me concernant, j'en suis à 15 livres. Au bout d'un moment, tu prends du recul. Tu sais, il y a toujours ce petit frisson tu l'as dans les mains, quand tu le touches enfin, ça devient un objet concret. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, après, tu prends du recul et tu sais que de toute façon, il va vivre, mais c'est ton client qui doit le faire vivre. Mais c'est comme un premier enfant. Enfin, c'est évidemment plus fort et plus intense. Je suis vraiment très contente que tu vives tout ça et vraiment très fière de toi aussi, si je peux me permettre. Je suis très fière de ton parcours et je suis vraiment ravie que tu aies pu en parler aujourd'hui. Est-ce que Bah, tu écoute, as un merci mot de de la l'invitation. fin avant que je... Surtout si vous voulez voir les coordonnées de Sabrina et puis acheter le livre aussi, je mettrai tout ça en dessous de la vidéo. Est-ce que tu as un mot de la fin?
Eh ben, écoute, déjà, merci de ton invitation pour parler de mon parcours. Et le mot de la fin, ce serait vraiment, croyez aussi en vous, en fait, tout simplement. Faut y aller, faut se lancer. Si c'est quelque chose qui vous plaît, on sait que c'est pas simple. Il y a toujours des facteurs qui font qu'on doute, en fait, tout simplement. Mais voilà, si on se donne les moyens, on peut pas revenir à en vivre. En tout cas, moi, c'est le cas aujourd'hui. Donc, faut pas hésiter à tenter le coup, en tout cas. Ok, merci beaucoup Sabrina. Merci à toi. Bye, ciao, ciao. Bonne journée.